Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une randonnée qui va se dérouler entre les communes d'Urbache et de Saint-Dié. Je vais vous emmener sur les sentiers celtiques une fois de plus, et là sur un endroit peut-être le plus connu du secteur, question antiquité, c'est le site du camp de la Bure. Voilà, donc je démarre cette vidéo, vous voyez le jour se lève tout juste, il est 8h moins 10. Dans le creux derrière moi, peut-être quelques lumières apparaîtront, ce sont celles d'Urbache, donc qui se trouve entre Moyen-Moutier et Saint-Dié. Et puis je vais prendre pour démarrer cette randonnée le GR 533. Allez, maintenant on y va, c'est parti. Petit point topographique, donc en face le massif de la Bure où je vais me rendre, et puis il est séparé par le col des Raides du massif de l'Ormont qui est un petit peu plus loin. Et donc je vous avais déjà proposé des randonnées, des circuits sur le massif de la Madeleine, le massif du Cambert. Voilà, le troisième, donc ce sera le massif de la Bure aujourd'hui, et puis un petit peu plus tard le massif de l'Ormont. Comme ça on aura fait le tour des principaux massifs qui entourent la ville de Saint-Dié. Arrivé au carrefour qui va me mener maintenant au camp celtique de la Bure, et comme le maçon, donc c'est au pied du mur qu'on voit le randonneur. Allez, j'attaque la montée. J'arrive maintenant au pied du plateau rocheux sur lequel était installé le camp. On devine bien, là, je pense que ça se voit à l'écran, cette table rocheuse, le bord de cette table. Et on va arriver par le côté ouest, celui où se trouve une table d'orientation et où les fortifications de ce camp sont les plus récentes dans l'histoire celtique et gallo-romaine. Voilà donc l'extrémité ouest du camp de la Bure, avec cette belle table d'orientation qui date de 91, qui vous indique que nous sommes à 575 mètres d'altitude et qui vous donne les principales localités du secteur. Et puis un petit peu plus loin, par beau temps, bon là le temps n'est pas extrêmement vilain, mais par beau temps ça permet de voir assez loin, ainsi que les crêtes du massif. Voilà, j'ai pris mes notes et mon micro pour faire un petit point géographique pour débuter cette visite du camp celtique.
Donc comme je vous l'ai dit, comme c'est inscrit sur la table, on est à 575 mètres d'altitude et ce site occupe une superficie de 3 hectares. Donc il va de la tête du Villers qui se trouve ici, donc côté ouest, jusqu'à une petite dépression gréseuse côté est. Et donc ce plateau fait 350 mètres de longueur et 120 mètres de largeur. Il y a des traces d'occupation depuis le néolithique et il a été principalement occupé par les Celtes du 2e siècle au 1er siècle avant Jésus-Christ et puis ensuite par les Gallo-Romains jusqu'en 352. Le site a été redécouvert au 19e siècle par les prospections de messieurs Édouard Ferry et Gaston Save, sachant qu'Édouard Ferry est de la famille de Jules Ferry, je crois que c'est un cousin. Et puis ensuite des fouilles plus approfondies et avec des découvertes beaucoup plus importantes à partir de 1965 sous l'impulsion de la Société Philomatique des Vosges et notamment les recherches entreprises par monsieur Troncard. Voilà, je vais vous en parler un petit peu plus. Maintenant, pour visiter un peu le site, vous présenter de quoi il est constitué et ce qu'on en a retrouvé. Je vais commencer par le côté est puisque c'est le côté où les fortifications sont les plus anciennes. Donc je vais traverser le camp et puis on va revenir vers ici pour la visite. C'est parti! Voilà, j'ai donc traversé le camp pour arriver du côté est sur la partie fortifiée la plus ancienne que l'on a ici, où ce petit escalier a été aménagé. Alors on voit une trace de muraille. Et donc les occupants, les Celtes de l'époque, ont profité d'un rétrécissement géologique de la roche, hein, il y a un petit étranglement ici, pour édifier un premier mur, donc ce qu'on appelle un murus gallicus. Il a été construit entre 70 et 60 avant Jésus-Christ. Et il fait une épaisseur de 7,50 m, une longueur de 40 mètres. Et il est constitué donc de 2 parois de blocs de grès qui sont ensuite comblés avec de la terre et des pierres plus petites. Et donc ce remplissage est solidifié par un maillage en bois, en poutre. Voilà, ici en contrebas, on a une petite reconstitution de cette fortification. Donc du rempart avec la technique de bois croisé. Voilà, donc là on voit bien l'épaisseur du mur et puis le profit qui a été fait de cette dénivellation, la deuxième, pas la première. Ensuite, à la fin du 3e siècle après Jésus-Christ, là, la défense a été modifiée et donc à l'avant de ce mur a été érigé un talus là qu'on voit ici, en terre et en pierre, surmonté d'un mur de 1 mètre de large et de 3 à 4 mètres de haut. Le talus a été doublé à l'avant d'un fossé creusé dans le socle rocheux, et ce fossé donc il fait 43 mètres de long et 3 à 5 mètres de large et 3 mètres de profondeur. Voilà pour la défense du côté est. Toujours à la fin du 3e siècle après Jésus-Christ, et dans ce souci d'amélioration des fortifications, donc l'ensemble du site a été entouré d'une terrasse périphérique. En réalité, c'est plutôt un mur. Elle est constituée de parements extérieurs en pierre sèche, et la partie interne est remplie avec un blocage de pierre et de sable. Cette terrasse avait une épaisseur de 2,50 m, ce qui correspond à 3 pas gaulois, et une hauteur de 40 à 60 cm. Elle était surmontée d'une palissade et de tours à intervalles réguliers pour le guet et la défense.
toujours dans cette terrasse, des portes ont été aménagées, des poternes. Donc il y en a deux au nord et une à l'ouest, celle qu'on a franchie pour arriver sur le site. Et donc celle-ci, la porte nord, la porte principale, qui donnait accès aux sources et puis également aux mines de fer, et on redescend sur la vallée côté Urbache et sur la route des Sauniers, la voie romaine des Sauniers qui se trouvait qui traverse un petit peu au-dessus du village d'Urbache. Donc cette porte nord était munie de deux vantaux dont on voit encore dans cette roche les traces ici pour bloquer ces vantaux. Alors l'habitat du lieu était regroupé autour de trois bassins, dont celui-ci qui donc était un bassin de carrière. Des excavations de roches avaient été faites et puis donc la dépression a servi de bassin d'alimentation en eau. Donc près du bassin de Taranis ont été découverts deux sculptures nommées le cavalier à l'aguipède. Donc le cavalier étant la représentation, on le voit ici, du dieu Taranis, et l'aguipède, donc cette bête que ce cheval piétine, donc qui est un mi-homme dont l'arrière se finit en queue de serpent. Voilà, une sorte de monstre un peu comme on voit quelquefois dans les gargouilles de cathédrales. Bon, celle-ci est une reconstitution, hein. Les originaux sont au musée à Saint-Dié. Petit élément intéressant, vous avez un poteau au centre du camp qui vous indique les différentes tribus celtes avec leur capitale et la distance qui les sépare de ce lieu. Alors il faut savoir que ce camp était un endroit de passage important. Il y avait une activité sidérurgique marquée, puisqu'on a retrouvé pas mal de scories, donc de fonte de métaux, et puis beaucoup de restes d'outils. Donc tout ça, comme la statuaire, a été regroupé au musée Pierre-Noël à Saint-Dié, que je vous invite évidemment à visiter en complément de la visite de ce camp celtique. Voilà, le troisième bassin le plus important du site, donc un bassin rectangulaire qui a servi aussi de carrière de grès, puis qui a donc trouvé son utilité comme bassin de rétention d'eau, parce qu'évidemment sur le site c'est compliqué de conserver l'eau et d'avoir des sources à même le site. Donc c'est important, dans le cadre d'une défense ou d'un siège, d'avoir des réserves d'eau à disposition. Et puis, je reviens donc tout doucement vers l'ouest du camp et donc la table d'orientation. Alors, comme je le disais, hein, le complément idéal, c'est la visite du musée de Saint-Dié. Et puis, voilà, donc c'est un troisième camp que je vous montre en vidéo, donc avec celui du Chastel, et puis sur une vidéo un peu plus ancienne, donc la pierre d'appel à Étival. Mais vraiment, le camp de la Bure, c'est le plus connu, et puis celui où vous pouvez voir le plus de vestiges, et puis également de copies, comme je vous ai montré la statue équestre de Taranis qui a été replacée ici. Bon, je continue. Je vais aller maintenant, puisque j'aime bien ça, et puis certains d'entre vous aussi, des roches un peu bizarres. Donc je vais poursuivre mon chemin par le GR
et aller voir ce petit point de vue avec quelques roches sympathiques. Je vous emmène. Alors avant de quitter le site, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'occupation donc des Gallo-Romains s'est faite jusqu'en 352, où la population a quitté ce plateau pour des raisons apparemment plutôt de confort que guerrières, puisque vivre dans ces hauteurs était relativement rude à l'époque, les hivers difficiles, la vie était difficile, se procurer de la nourriture aussi, faire de l'élevage et puis de la culture ici était compliqué. Les cités des vallées se développant et offrant un confort et une sécurité plus importante qu'ici, les populations ont donc migré vers les vallées et abandonné ces oppidums. Arrivé au col de la Crénée avec un joli petit abri du club vosgien derrière, avec table, banc, tout ce qu'il faut. Et très important, il y a des poubelles aussi. Donc il faut que ça serve correctement. Voilà. Et puis là maintenant, à ce carrefour de chemin de randonnée, qui est également accessible en véhicule, la preuve, je poursuis mon chemin sur le GR 533 en direction de la roche de Ritampierre. Je pense que j'y trouverai également un joli panorama et puis un coin pour faire la pause de midi. Allez, c'est parti. C'est la roche ou le balcon de Ritampierre qui signifie la pierre rouge. On va voir ça tout de suite, il y a un beau panorama sur la vallée. Ah, sur l'Alsace, c'est plus dégagé, on dirait. Voilà un superbe panorama sur la vallée de la Meurthe avec Saint-Dié. À droit devant, le plus haut massif, la Selle-Cambert. Et puis de l'autre côté, par ici, c'est la Madeleine. Donc deux endroits où j'ai également fait des vidéos que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Le point de vue est sympa et maintenant je vais aller au belvédère de la Roche des Corbeaux qui est un petit peu plus haut, pas très loin. Donc je vais poursuivre mon chemin et puis vous montrer cet endroit.
Encore un site impressionnant que celui de la Roche des Corbeaux, avec un alignement de monolithes. Voilà le sommet de la Roche, avec comme promis encore un très chouette belvédère. Col du Bon Dieu, voilà un carrefour avec pas mal de chemins de randonnée. Je vais continuer un petit peu sur le GR 533. Maintenant je suis dans la descente qui me ramène donc normalement sur Denipaire, mais il faut que je fasse un crochet pour retourner sur une Urbache, donc sur la partie retour de ce circuit. Allez, c'est parti. Un charmant petit coin, les étangs des Chenaux blottis dans les sapins. Alors l'été ça doit être sympa là. Il y a même des petites tables de pique-nique pour une petite pause fraîcheur. Voilà, chers amis, je suis sur un petit chemin forestier qui domine la campagne entre Denipaire et Urbache, avec en contrebas le ruisseau le Hure. C'est ici que je vais mettre un terme à cette vidéo. J'espère que cette découverte encore de l'histoire celte vosgienne vous aura plu. Je vous invite évidemment, si vous êtes dans le secteur, à visiter ce site du camp de la Bure, et puis de vous rendre aussi au musée de Saint-Dié, au musée Pierre-Noël de Saint-Dié, pour voir toutes les découvertes qui y sont exposées. Merci à vous donc pour m'avoir suivi. Je vous souhaite de belles randonnées à vous aussi, et puis ma foi, je vous dis à bientôt sur la chaîne, sur d'autres chemins. À bientôt.
Voilà, comment doubler une randonnée? Bah, tu te filmes tout seul et puis tu fais les allers-retours pour aller chercher l'appareil.